Bonjour et bienvenue dans Les Cousins font leur cinéma pour encore une fois vous parler de Star Wars. Et oui, on en a jamais assez, allez, encore un petit peu de rab, parce que nous on pourrait en parler toute notre vie de Star Wars, parce que finalement ça remonte à tellement loin qu'on parle de Star Wars, mec, on en parlait quand j'étais chez ma grand-mère, là, exactement. chez mamie Jacqueline et tout, tu me racontais, non mais c'est vrai, on avait 7 ans, et toi tu me disais que, tu me parlais du retour du Jedi, tu me disais à l'époque, les gens ils dormaient devant les cinémas, ils dormaient dans des tentes et tout, et je te disais, ah ouais, ils dormaient pour ce film, non mais quelle époque, enfin bon, c'est vrai que c'était la grande époque. Hein. Alors, je vous explique, dans cette vidéo, il y aura une première partie où on va un peu revenir sur l'ascension de Skywalker et parler d'un élément précis du film qui, moi, m'a un peu dérangé. J'avais envie de revenir dessus, et d'ailleurs, ça fait écho à toute cette nouvelle trilogie, et j'avais envie d'en parler avec toi. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va vous révéler notre classement de toute la saga Star Wars, avec même les spin-offs. Et voilà. Même là-dessus, on est plus ou moins d'accord, mais pas trop d'accord. Enfin, on verra quoi. Non, je pense que tu vas être assez surpris de mon classement. Bon, voilà, alors, tu vas voir. Alors, si vous n'avez pas vu notre critique initiale de Star Wars épisode 9, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne de mon cousin Dirty Tommy. Vous aurez donc la critique sans spoiler et avec spoiler, voilà, une critique complète du film. Mais en gros, pour vous résumer vite fait notre avis, toi, tu as plutôt aimé le film. Moi, je suis ressorti très mitigé du film. Et plus j'y repense et plus le film vieillit dans ma tête et plus il vieillit mal. J'ai envie de dire, voilà. Moi, c'est l'inverse. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je repense et qui me gênent de plus en plus, notamment des non-explications de choses, des choses un peu sorties comme ça de nulle part et tout ça. Et ça, c'est vrai que plus j'y repense, plus ça me saoule, quoi, très clairement. Mais c'est vrai que globalement, le plaisir l'a emporté sur les défauts, et il y en a beaucoup dans ce film, dans cet épisode 9, et ça, c'est évident. Mais le plaisir l'a emporté, bon. Mais alors, tu sais quoi, moi, je vais te choquer. Hein. Ouais. Je vais te choquer, mais quand je voyais le film, j'avais l'impression de revivre une douloureuse expérience d'il y a à peu près 10 ans, c'est-à-dire devant Indiana Jones 4. C'est-à-dire un film qui essaye tant bien que mal de nous faire revivre ce frisson d'aventure qu'on avait connu, mais où la mayonnaise ne prend pas, ça ne prend pas, je ne rentre pas dans l'histoire, je ne rentre pas dans l'aventure, je ne suis pas captivé, il n'y a pas d'émotion qui vraiment m'attrape, et c'est un peu ce que j'ai ressenti malheureusement dans cet épisode 9. On sent que J.J. Abrams, oui, il met le paquet, il fait tout pour que ça soit épique, que ça soit fort, mais pour moi, il a un vrai problème de rythme. Évidemment, le film, il s'enchaîne trop vite, trop vite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on se pose avec les personnages pour un petit peu ressentir des choses pour eux et savourer même des moments de victoire, des moments de bravoure. Ça va trop vite, on passe d'un moment épique à un autre moment, ça s'enchaîne, ça va trop vite. Et surtout, au-delà des incohérences et des facilités scénaristiques, moi ce qui m'a vraiment le plus fait sortir aussi du film, c'est l'utilisation de la force. Alors je sais qu'il y en a qui nous ont dit dans les commentaires de ta vidéo que oui, mais on a déjà vu ça, que les Jedi pouvaient guérir, pouvaient soigner des blessures avec la force et tout, dans les univers étendus, machin. Mais ça, j'en ai rien à foutre, moi, que dans le comics numéro 64, on ait vu un Jedi soigner je ne sais qui. Moi, je me fie qu'au film, et dans les films, ça n'apparaît pas. Et du coup, ça rend le truc un petit peu incohérent dans la saga, puisque dans ce cas-là, si ça existe, qu'est-ce que foutait Obi-Wan devant Qui-Gon Jinn qui était en train de mourir dans la menace fantôme? Pourquoi il ne l'a pas soigné, quoi? Pourquoi il n'a pas utilisé ce pouvoir pour lui soigner sa blessure? Donc tout ça, c'est de la couille. Ensuite, le pouvoir de la force qui consiste à s'envoyer des objets à distance. Bon, ça, c'est la force en mode FedEx. Ça m'a saoulé. Non mais ça, c'est ce qu'on disait dans l'autre critique, c'est-à-dire que c'est l'exploitation d'une mauvaise idée en fait de Rian Johnson, que J.J. Abrams malheureusement a poussé encore plus loin que Rian Johnson, et ça effectivement moi je suis d'accord avec ça. C'est sûr que quand tu pousses une très mauvaise idée, tu ne peux pas aboutir à une bonne idée. Et là vraiment il l'a vraiment poussé là pour le coup, putain la vache il y allait fort. Hein. Ouais. Après voilà, moi je repense à des choses, oui effectivement moi je suis d'accord, bon moi il y a toujours les problèmes de non-explication du retour de l'empereur qui revient comme ça, etc. Bon bref, tous ces trucs on en avait déjà parlé. Moi il y a des choses très belles, notamment la fin, notamment le fait de ne pas justement se revendiquer d'être une Palpatine, parce qu'il y en a qui
essaye de nous expliquer que ça aurait été bien qu'elle se revendique de Palpatine, mais en même temps, si on te dit demain que t'es le petit-fils d'Adolf Hitler, bon, j'ai envie de te dire, tu vas peut-être éviter de le dire, quoi. Tu vas peut-être prendre une autre affiliation. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a plu par rapport à la fin, parce que pour le coup, c'était un peu nouveau dans la saga Star Wars, parce que maintenant, on fait les choses plus par choix, en fait, que plus par obligation d'affiliation, en fait. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça malin, audacieux, et qui finalement colle avec tout le début qui avait été mis en place dans le set, à savoir que finalement Rey, c'est vrai qu'elle a un petit peu tous les pouvoirs, elle sait piloter, elle sait faire ci, elle sait faire ça, et donc finalement le fait qu'elle soit une Palpatine, qu'elle soit quasiment presque une Sith, bah pour moi tout ça est justifié. Moi je suis comme toi, j'ai vraiment aimé la finalité du film effectivement qui nous montre que on peut s'affilier idéologiquement et philosophiquement à quelqu'un, à une famille, et sans que ce soit par le sang, et donc effectivement faire fi du passé, rejeter l'héritage horrible qu'on peut avoir, et donc quelque part, est-ce que ce film n'est pas là aussi pour un peu rassurer les petits-enfants de nazis, quoi. Les petits... Mais non, mais c'est vrai, ceux qui auront des grands-pères nazis, et ben voilà, ce film vous montre Voilà, que c'est possible. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez brûler votre héritage, voilà. Et être quelqu'un de bien, on peut vous accepter, voilà. Après, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, quand on la voit face à son côté obscur, quand on la voit presque en image, tu sais, où elle est avec son capuchon et tout ça, avec le sabre rouge et tout ça, machin. Ça, c'est des trucs d'iconisation que j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de choses que j'ai aimé, l'aventure, tout ça, machin. Après, voilà, oui, subsiste encore des trucs. Et je tiens juste quand même à dire que ce n'est pas parce que j'ai aimé ce film que je considère que c'est le meilleur de la saga Star Wars ou que c'est le meilleur film de je ne sais quoi, parce que alors ça j'en ai lu, ouais, donc ça veut dire que tu considères que c'est un chef-d'œuvre. Non, je ne considère absolument pas que c'est un chef-d'œuvre, je ne considère pas que c'est même le meilleur de la saga Star Wars, et on va le voir dans notre classement. Voilà, justement. Mais oui, le plaisir l'a emporté, j'aime bien ce film, je vais pas le revoir 100 fois, mais en tout cas... et voilà. c'est vrai que dans la critique qu'on a faite sur ta chaîne, on a beaucoup accusé Rian Johnson de pas mal de défauts sur l'épisode 9, mais évidemment, quand on accuse Rian Johnson, on ne pense pas qu'à lui, c'est-à-dire qu'on le cite lui parce que c'est le réalisateur du 8, mais évidemment qu'on accuse Kathleen Kennedy, on accuse Disney, enfin on accuse les gens qui sont responsables de cet épisode 8, qui ont validé cet épisode 8, et puis en règle générale, de toute façon, voilà, on accuse tout le monde, enfin tous les gens qui sont responsables de cette nouvelle trilogie. Et globalement, ça me fait un peu mal de dire ça, mais peut-être qu'au sein de Disney, Kevin Feige chez Marvel est peut-être un meilleur producteur que Kathleen Kennedy en tant que productrice, si tu veux. C'est-à-dire que finalement, Kevin Feige, il a apporté, si tu veux, chez Marvel, plus de cohérence, moins de changements de réalisateur, etc., etc. Et puis c'est aussi par rapport à Disney. Alors que là, ça a été extrêmement chaotique. Kathleen Kennedy qui a viré des gens, qui a repris je ne sais qui a viré je ne sais quoi. Bon bref, Rian Johnson qu'elle a laissé en roue libre. Donc, oui, c'est-à-dire que lui, il a pas du tout été inquiété, lui. C'est-à-dire que voilà. Autant les mecs qui ont voulu faire Solo, ouais. Colin Trevorrow, le mec qui a fait Rogue One, tu vois, qui a été remplacé par Tony Gilroy ou je sais pas quoi. Alors voilà, mais le mec qui a été responsable de l'épisode le plus problématique de la saga, lui, non, vas-y, fais ton truc. Carte blanche. Voilà, carte blanche, oui, vas-y. Et c'est là où elle a très mal joué Kathleen Kennedy, parce que dans la saga Star Wars, on ne laisse pas... Pour moi, hein, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais on ne laisse pas un réalisateur faire l'auteur en même temps sur un épisode de la saga Star Wars. Ça ne s'est jamais vu. Non mais c'est vrai. Bon, sauf évidemment quand c'est George Lucas qui le fait, mais bon, j'ai envie de te dire que c'est son bébé, donc à la limite, il fait ce qu'il veut. Mais quand on... Non, et puis surtout, il avait une vraie vision. Et puis il avait une vraie vision. Kathleen Kennedy, c'est une productrice, c'est pas un auteur. Alors exactement. Que George Lucas était auteur et producteur. Voilà. Et il avait une vision d'ensemble de l'histoire qu'il voulait raconter. Alors que Kathleen Kennedy, elle était là pour faire du business, rapporter de l'argent à Disney. Elle a fait son taf, j'ai envie de te dire. Mais le résultat artistique, voilà. Bah voilà, et je trouve que autant si elle a pu bien jouer, si tu veux, sur le réveil de la force, où elle a su, pour moi, en tout cas, engager les bonnes personnes, même si les gens vont t'expliquer que J. Abrams c'est pas bon et tout ça, mais je pense que oui, là où elle s'est ratée, c'est sur le 8, parce qu'on ne laisse pas... Que Rian Johnson ait été seul réalisateur, moi je conteste pas ça, mais c'est le scénario, voilà, je pense que Monsieur Rian Johnson, il aurait dû être aidé, il aurait dû avoir un co-scénariste, lui disant confronter les idées. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait, alors on en discutait un petit peu hier, par rapport à la finalité de cette nouvelle trilogie, où donc évidemment on apprend que Rey est la petite fille de Palpatine, on se disait, mais quel dommage que l'épisode 8
8, en fait, n'ait pas révélé tout ça, et ne se soit pas terminé sur, justement, ce cliffhanger du retour de l'empereur. Alors, il aurait fallu, évidemment, bien l'amener, et je pense qu'avec un épisode 8, ils auraient eu le temps de bien l'amener pour que, justement, l'épisode 9 soit la conclusion, la résolution de ce cliffhanger, de ce nœud dramatique. Et d'ailleurs, ça aurait expliqué également le comportement de Luke vis-à-vis de Rey, de pas vouloir l'entraîner, de pas vouloir lui apprendre les arts Jedi et tout, parce que quelque part, il aurait vu de qui elle est la descendante, tu vois. Il aurait vu qu'elle était la petite fille de Palpatine, donc on aurait compris, tout ça aurait eu du sens. Et bon, et malheureusement, c'est pour ça que le 8, quand on sort du 8, on est hyper frustré, parce qu'on sent que l'histoire n'a pas avancé, on n'a pas avancé dans cette histoire. Et c'est pour ça que le 9, J.J. Abrams a dû rusher toute l'histoire, et c'est pour ça que c'est très laborieux, que ça s'enchaîne trop vite, qu'il y a beaucoup de facilité pour permettre à l'intrigue d'aller vite, d'avancer, et de ne pas faire de pause, voilà. En tout cas, ce dont je voulais parler par rapport à l'épisode 9, et moi qui m'a profondément dérangé, c'est la toute fin du film, où Poe Dameron croise le regard du personnage de Keri Russell, qui, je sais plus son nom, là, celle qui est habillée en Daft Punk, et il la regarde, il y a un échange, et là on comprend qu'il lui dit bon, on s'embrasse, on se met ensemble et tout, et elle lui fait comprendre que non, c'est pas possible, et genre après lui il dit ah bon d'accord, il se casse et tout. Donc sur le moment, c'est plutôt drôle, tu te marres, mais après je réfléchissais à tout ça, je me disais bah voilà en fait, cette fin est tellement le reflet de notre époque, qui interdit maintenant dans les blockbusters qu'il y ait une histoire d'amour. Et finalement, dans cette nouvelle trilogie de Star Wars, il n'y aura pas eu d'histoire d'amour, il y aura pas eu de romance. Même Finn, il sera resté sur sa béquille pendant les 3 épisodes. Ce qu'il voulait dire à Rey, on ne le saura jamais. D'ailleurs, ça a été révélé ça par J.J. Abrams, n'est pas qu'il l'aime, qu'il allait lui révéler. C'est qu'apparemment, il est sensible à la force. Bon, heureusement qu'il lui a rien dit, parce que alors ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, bon bref. Mais alors même ça, tu vois, c'était même... Mais ça, c'est pas logique qu'un réalisateur doive t'annoncer dans Entertainment Weekly 3 jours après la sortie. Ah, au fait, il voulait dire ça, hein. Oui, mais mec, ça doit t'expliquer dans le film. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire maintenant de faire des communiqués de trous de scénario, de dire en fait c'était ça. C'est encore une fois, ça révèle le problème de ce film. Mais donc cette fin avec Poe Dameron qui lui aussi n'a pas pu concrétiser, on va dire, une histoire d'amour. C'est vraiment le reflet de cette époque dans laquelle on vit, cette ère post-MeToo, #MeToo, où les femmes ne doivent pas succomber au charme des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme doit être indépendante, elle ne doit pas succomber au charme des hommes, tu vois. Et donc c'est pour ça que dans cette nouvelle trilo, il n'y a pas de romance, et je trouve que ça manque cruellement de sentiments amoureux, d'histoires d'amour. Et je suis désolé, l'amour a toujours eu une place très importante dans la saga Star Wars. Voilà, dans la trilogie originale, évidemment, entre Han Solo et Leia, même si c'est pas le truc qui est au premier plan, mais c'est quand même là. Il y a une histoire d'amour entre les deux. Évidemment, dans la prélogie, il y a une histoire d'amour qui est très importante entre Anakin et Padmé, et elle est tellement importante qu'elle est même la source du basculement vers le côté obscur d'Anakin Skywalker. Et là, voilà, c'est pour ça que dans cette nouvelle trilogie, dans cette postlogie, moi, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, surtout dans cet épisode 9, qui, il y a pas d'amour, et je suis désolé, dans les films d'aventure, il y a toujours des histoires d'amour, que ça soit dans Indiana Jones ou dans Le Seigneur des Anneaux, dans ce genre de film, il y a toujours des histoires d'amour. L'une des meilleures scènes des Aventuriers de l'Arche perdue, c'est la scène où Marion embrasse Indiana Jones, tu sais, quand il lui montre là où il a mal pour la faire se rapprocher de plus en plus de sa bouche. Elle est hyper touchante, cette scène, c'est beau, tu vois, et c'est lucassien. C'est vraiment, on est dans cet esprit d'aventure, de romantique, tu vois, Mais là, pour le coup, et donc là, t'as l'impression, en fait, que ça vient pas forcément, si tu veux, ni du réalisateur, ni des scénaristes et tout ça, je sais pas, ça vient plus d'une demande, en fait, soit de Disney, soit de Kathleen Kennedy. Il dit, tu sais, là maintenant, les femmes, c'est fini ça. Hein. Les femmes qui succombent au charme des hommes et tout ça, faut arrêter. Hein. Maintenant, les femmes, elles sont indépendantes, donc il n'y a pas de Poe Dameron qui pécho l'autre, Keri Russell à la fin. Non, tu m'oublies ça. Et donc, ça finit comme ce que toi tu dénonces. Et ça, c'est un véritable problème de ce que sont les demandes, si tu veux, maintenant de la société, par rapport au studio hollywoodien et tout ça. Et il y a ça, et il y a aussi Rey, j'ai envie de te dire, le personnage de Rey, qui est vachement bien. Il est bien, ce personnage. Mais c'est vrai que elle aussi, t'auras envie qu'elle succombe, que t'auras envie qu'il se passe des choses. Et finalement,
Alors il y a le baiser. Il y a le baiser, mais pour moi ça va pas assez loin tout ça. Bah oui, c'est pas du tout exploité. Enfin, je veux dire, pas du tout exploité. Il meurt juste après. Il meurt juste après. Et ça c'est dommage parce que, bah oui, comme tu dis, les histoires d'amour, les femmes qui succombent aussi, ça fait partie de la saga Star Wars. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, une sorte de clip musical sur l'histoire d'amour entre Han Solo et Leia. Et j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a quand même dit que Han Solo, c'était de la masculinité toxique, que c'était un harceleur, tout ça parce que il insistait auprès de Leia pour l'embrasser, etc. Eh ben, c'était un comportement qu'il fallait dénoncer aujourd'hui, enfin, que c'était pas un bon exemple, etc. Pour non mais vous vous rendez compte où est-ce qu'on va, quoi. Ouais, là on marche sur la tête quand même. Non je suis mais, désolé, ça va loin, quoi. Ça va loin. Non mais alors, est-ce que cette personne a vu la fin de Indiana Jones et le Temple maudit, quoi, quand t'as Indiana Jones qui attrape Kate Capshaw avec son fouet, tu vois, comme ça il l'attrape et puis bon, enfin là, elle tomberait par terre et s'évanouirait. Non mais regardez jusqu'où ça va, quoi. Maintenant, on marche sur des œufs, on n'a plus le droit de rien faire et on a tellement plus le droit de rien faire que du coup, eh bien, on s'interdit toute construction, voilà. Donc du coup, ça aseptise en fait, si tu veux, ce que veulent dire les réalisateurs dans leur film, et du coup, la relation Poe-Kerry Russell. Bah non, ça peut pas exister. Et c'est un problème. Et elle aurait dû exister, cette relation. Et pendant toutes les scènes où ils sont ensemble, moi j'aime bien ces scènes, mais le problème c'est que tu sens que Poe, putain, ça rame, hein. C'est-à-dire qu'il peut pas, il peut pas la pécho, quoi. Mais toi, t'as envie en vérité qu'il la pécho. Et toi, laisse-toi pécho, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Non, mais c'est vrai, il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Oui, non, mais en plus, à quoi cela sert-il dans le film, toute cette voilà, en fait, ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Non, mais ne mettez pas en place une intrigue amoureuse. Oui. Pour qu'il n'y ait aucun dénouement, pour qu'il n'y ait aucun aboutissement. Dans ce cas-là, tu ne fais rien, tu vois. Et à la limite, moi je dis pas qu'il faut que les hommes prennent le dessus sur les femmes et que c'est eux qui attrapent les femmes, etc. Tu vois, c'est pas ça que je dis. Ça peut même être l'inverse, évidemment. Tu vois, ça peut être les femmes qui sont à l'initiative de la chose. Mais là, même pas. Mais même pas. Donc moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'y a pas de construction d'histoire d'amour. On s'interdit toute histoire d'amour à cause de la mentalité d'aujourd'hui post-MeToo. Et surtout que c'est carrément gonflé parce que la figure forte de cette postlogie, c'est une fille. C'est une femme. Oui, et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qui est très bien. Et moi, c'est pour ça que j'aime aussi le film. Mais elle est déjà une figure forte. Donc déjà, la revendication féministe, elle est là. Donc pourquoi tu vas t'interdire après? Pourquoi tu vas nous remettre encore? Oui, mais nous, les autres femmes aussi, elles sont totalement indépendantes. Bah c'est bon, on a déjà compris. On a compris. La figure emblématique, c'est une femme déjà forte, tu vois, l'héroïne. Voilà, elle est là. Bon, bah, tu peux nous faire kiffer aussi avec d'autres relations et tout ça. Mais non, bon, bah, c'est... Non, les hommes sont interdits d'aimer les femmes. Non, mais dans cette trilogie, les hommes sont interdits d'aimer les femmes. Que ce soit Poe Dameron, que ce soit Finn, que ce soit même, quelque part, Kylo Ren. Oui. Voilà. Il n'y aura eu aucune concrétisation d'une quelconque histoire d'amour. Et je trouve ça regrettable. Voilà. Pareil pour le baiser lesbien, justement, où tout le monde en a parlé. Bon, c'est vrai que... Oui, le baiser lesbien qui arrive à la fin du film. Qui arrive à la fin du film. Bon, alors là, c'est pareil, tout ça n'est pas développé. C'est-à-dire qu'on te met ça, ok, très bien, et pour la communauté LGBT, je sais pas quoi, machin, très bien. Mais sauf qu'on ne te développe pas cette histoire-là non plus, on ne te développe rien sur cette thématique-là. Mais non, ça c'est juste... non, mais ça c'est juste pour dire, regardez, nous sommes progressistes, nous sommes modernes, et nous pensons à la communauté LGBT, la communauté gay, etc. Mais c'est totalement superficiel. Moi je serais la communauté gay, je rigolerais bien, quoi. Je me foutrais de leur gueule, je dirais, les gars, qu'est-ce que c'est que ce truc, ce petit clin d'œil, genre, on pense à vous, hein. Regardez un petit baiser lesbien à la fin du film, mais s'il n'y a rien de développé, ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est ridicule, ça sert à rien, à part véhiculer des messages politiques, etc. Et c'est ça qui m'énerve aujourd'hui, c'est que maintenant, la politique prend le pas sur la narration des films, c'est-à-dire que maintenant c'est les messages politiques qui drivent les scénarios de films, et on l'a vu avec Terminator Dark Fate, tu vois, par exemple. Exactement, l'exemple parfait. Non mais voilà, qui te matraque des messages féministes pendant 2 heures, mais genre on te le fout dans la bouche, quoi, tu vois, on te le fout dans la gorge comme ça. C'est d'une lourdeur et ça va à l'encontre du but recherché, tu vois, ça dessert la cause plus qu'autre chose. Exactement, parce que ça braque tout le monde après. Bah oui. Les gens vont te dire, ouais, c'est chiant ces trucs là de Terminator qui se met à ne plus être un homme et qui machin, etc. Qui devient une nounou, etc. Et ça énerve tout le monde plus que, en fait, oui, comme tu dis, ça sert la cause. Bah oui, c'est juste ridicule. Inspirez-vous plutôt de James Cameron qui lui plaçait la femme au cœur de son histoire, au cœur de l'action,
au centre de tout ça, et ça depuis les années 80, quoi. Avec évidemment les premiers Terminator, avec Alien, avec même Abyss, avec Avatar, avec Neytiri, enfin voilà, lui il a compris, et sauf que lui, il le fait intelligemment. Lui, on se pose même pas la question de, mais attends, pourquoi c'est une femme et tout? Non, c'est une femme, elle est forte, et c'est normal, et c'est comme voilà, ça. Et c'est comme ça. On l'accepte. Et on l'accepte totalement, ouais. c'est voilà, donc ça... Encore une fois, c'est de la couille. Et voilà, on en arrive à la deuxième partie de cette vidéo où nous allons vous révéler notre classement de toute la saga Star Wars avec tous les spin-offs. Bon, évidemment, on va pas inclure la bataille pour Endor, tu sais, les films sur les Ewoks, là, parce que bon, ça, c'est pas possible. Mais il y aura donc 11 films. Bon. Il y a donc 11 films. Voilà. Et donc, on va partir du meilleur au pire. Alors. Ok. Donc, c'est parti. Eh bien, je te laisse commencer. Quel est pour toi le meilleur film Star Wars de toute la saga, s'il te plaît? Alors, pour moi, le numéro 1, ce sera l'épisode 4. Je vais être assez logique un peu dans la construction du premier jusqu'au pire. Pour moi, c'est l'épisode 4 parce que l'épisode 4, c'est celui qui pose l'enjeu, qui pose l'univers, qui pose les bases. C'est celui avec lequel j'ai le plus d'affection quand je le regarde. Même si on peut dire que l'Empire est meilleur d'un point de vue dramaturgique, bien évidemment. Mais l'épisode 4, c'est vraiment celui avec lequel j'ai le plus d'affection. On découvre les personnages, il y a toute la BO de John Williams que j'adore, on découvre un univers, les Jawas et tout, et cette bataille finale spatiale qui est pour moi la meilleure, et je pèse mes mots, la meilleure de toute la saga. C'est-à-dire qu'on t'en fout moins que dans le Retour du Jedi ou que dans la menace fantôme, ou même que dans l'épisode 9. Mais elle est hyper bien construite. Il y a une tension, un suspense que j'ai jamais ressenti dans les autres batailles spatiales. Cette bataille de Yavin, cette attaque contre l'étoile de la mort. Et pour moi, il n'y a rien qui vaut ça, quoi. Et voilà, pour moi, l'épisode 4, c'est un bijou dans la saga Star Wars. Moi, mon Star Wars préféré, c'est l'Empire contre-attaque, parce que c'est aussi par celui-là que je suis rentré dans la saga Star Wars. Je me rappelle, je l'ai découvert en 1988 à la télé sur la 5, j'avais 7 ans, et c'est le premier Star Wars que j'ai découvert, et pourtant, tu vois, comme quoi cette trilogie était tellement bien écrite. Je suis rentré par Star Wars avec cet épisode 5, et j'ai tout compris. J'ai compris tous les personnages, les enjeux et tout ça, pourtant j'avais 7 ans, et je suis rentré à fond dedans, et évidemment c'est celui qui est le plus sombre de la trilogie originale, c'est celui où on en apprend encore un peu plus sur la Force, on découvre Yoda, on découvre la plus grande révélation, le plus grand twist qui existe dans toute l'histoire du cinéma. Numéro 2 pour toi. Alors numéro 2, du coup, c'est l'Empire contre-attaque. Bon, alors l'Empire contre-attaque, c'est inévitable, c'est, oui, le meilleur de la saga, t'as presque envie de mettre ex aequo l'épisode 4 et l'épisode 5, mais l'épisode 5 va bien plus loin, évidemment, que l'épisode 4. Là, il rentre vraiment dans le vif du sujet, avec, comme tu disais, la grosse révélation. Et puis surtout, tout ce côté sombre, mais extraordinaire, qui est quasiment inespéré dans une saga qui avait commencé, si tu veux, comme un espèce de conte pour enfants. Et là, si tu veux, on rentre dans un truc un peu plus mature. On reste encore quand même dans l'univers enfantin, mais on est dans un truc un peu plus mature, plus sombre et tout ça. La fin de l'Empire contre-attaque, elle est juste extraordinaire, parce que tu as donc cette révélation, évidemment, inimitable, impossible à surmonter, cette révélation de Vador et par rapport à Luke, et puis le destin de Han Solo. Qui est juste, mais c'est phénoménal de voir un de tes héros que tu suivais dans une congélation, machin, tu sais pas ce qui va advenir de lui. Donc bon, évidemment, l'Empire contre-attaque, un bijou d'écriture, un bijou de mise en scène, qui est un des meilleurs de la saga, quoi. Numéro 2, pour moi, le deuxième meilleur film de la saga Star Wars, pour moi, c'est Le Retour du Jedi. Le Retour du Jedi, pourquoi? Parce que c'est enfin la confrontation du père et du fils devant l'empereur, et voilà, on découvre l'empereur. Toutes ces scènes-là sont juste, m'ont toujours scotché, m'ont toujours ému, m'ont toujours pris à fond. Pour moi, c'est aussi l'une des meilleures batailles spatiales. La fin du Retour du Jedi, voilà, c'est équivalent pour moi à celle de l'épisode 4. Alors moi, en numéro 3, là, du coup, c'est le Retour du Jedi, donc tu vois, je vais dans l'ordre. Voilà, épisode 4, 5, 6, machin, etc. En ordre un peu décroissant par rapport aux épisodes. Bon, voilà, je vais rien rajouter par rapport à ce que tu as dit. C'est bataille spatiale phénoménale. Moi, les Ewoks que j'adore, oui, je suis désolé. Et pourtant, l'épisode à l'époque a divisé, quand même, par rapport à cette question-là. Tout est bien écrit, tout se matche bien entre les différentes péripéties. Pourtant, il y en a pas mal. Et puis, c'est Luke Skywalker qui devient, là, pour le coup, maître Jedi, hyper mature. Il a quitté un peu son
rôle de gamin qu'il y avait dans le 4. Et exceptionnel, voilà, j'adore l'Empereur, la scène finale, enfin tout, Retour du Jedi. Numéro 3 pour moi, du coup. Numéro 3, eh bien, c'est l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Que j'adore, mais en fait c'est très difficile parce que pour moi cette trilogie elle est de toute façon au-dessus de tout et elle est j'ai envie de te dire, elle forme un tout. C'est difficile de dire quel est le meilleur. Je les adore tous les trois presque au même niveau, tu vois. Mais bon, voilà, s'il faut donner un ordre, c'est cet ordre-là. C'est l'épisode 4. Donc effectivement, là, c'est la découverte de ces personnages. C'est l'innocence. C'est vraiment l'aventure pure. On va aller sauver une princesse, c'est vraiment un conte de fées. Et puis effectivement, cette bataille finale qui est remplie de suspense. C'est vrai que t'as raison, c'est peut-être celle où il y a le plus de tension et qui est le plus... voilà, c'est une bataille spatiale assez épurée. Il y a un enjeu clair, précis, fixe, et pendant 15 minutes, tu es accroché à ton fauteuil jusqu'au dénouement et jusqu'à ce que Yann Solo débarque à la toute fin pour sauver ses potes et tout ça, c'est hyper harmonieux et limpide, et c'est extraordinaire. Et évidemment, la musique de John Williams, quel chef-d'œuvre. Numéro 4, pour moi, ce sera l'épisode 3, La Revanche des Sith. Donc là, moi, j'attaque par la prélo. J'attaque, oui, par le meilleur de la prélogie. Film incroyable parce que tu sais exactement tout ce qui va se passer quand tu es fan de Star Wars. Et pourtant, il arrive à te faire kiffer, c'est-à-dire à t'entretenir le suspense et des surprises surtout, des retournements aussi de situation, et puis une émotion extrêmement forte dans cet épisode, une tension mais inégalable, et surtout un épisode extrêmement tragique. Là pour le coup, c'est le seul épisode 3 d'une trilogie Star Wars qui se termine extrêmement mal. On le sait, mais même en sachant toutes les péripéties, on est surpris, on est ému, on sort de la salle complètement dévasté et en même temps revigoré par le fait que on a eu là quand même, pour le coup, une belle trilogie qui nous a amené à comprendre les événements de la plus grande trilogie du monde, c'est-à-dire la trilogie originale. Voilà. Pour moi, le numéro 4, c'est Le Réveil de la Force, épisode 7. Parce que c'est celui qui m'a fait le plus retrouver les frissons de la trilogie originale. J'ai été intrigué par le destin de ces nouveaux personnages, même s'il y avait des réminiscences de l'épisode 4 évidemment, mais j'ai toujours défendu cet épisode 7, voilà, pour dire que oui, même si ça ressemble, le destin, les enjeux de ces nouveaux personnages ne correspondent pas du tout aux mêmes enjeux que les autres, que Luke, Yann et Leia, etc. quoi. Numéro 5 pour moi, ce sera La Menace Fantôme. Donc je reste encore dans la prélogie, La Menace Fantôme, le mal-aimé. La Menace Fantôme qui a énormément divisé à l'époque et tout ça, et qui divise un peu moins maintenant d'ailleurs. Alors il faut enlever dans La Menace Fantôme évidemment Jar Jar Binks, qui est un personnage insupportable, qui est un personnage qui ne marche pas, vraiment, un comic relief qui ne marche pas, quoi. Très clairement, je pense que c'est vraiment une erreur de l'avoir mis. Moi, ce que j'aime le plus maintenant dans La Menace Fantôme, en l'ayant vu 30 fois, c'est évidemment les effets spéciaux, la course de pod, le combat de sabre laser avec Dark Maul et tout. Mais ce qui m'impressionne maintenant le plus, c'est tout ce qui va jouer en coulisses, en off, en politique, avec le chancelier Palpatine qui déboule dans cette histoire-là. Et évidemment, son parallèle avec Dark Sidious. Je trouve que l'introduction en matière politique, elle est brillantissime. Et j'adore cet épisode 1 pour ça, surtout maintenant pour ça, en fait. Numéro 5 pour moi, c'est La Revanche des Sith, l'épisode qui m'a fait le plus pleurer, voilà, c'est clairement, comme tu l'as dit, c'est une tragédie, voilà, on suit le destin d'un personnage qui bascule dans les ténèbres, et voilà, sans possibilité de retour, et on assiste à son basculement, on est dévasté, et puis on a enfin les réponses à toutes les questions qu'on se posait. Pourquoi Anakin bascule vers le côté obscur, et la raison pour laquelle il bascule vers le côté obscur est exceptionnelle, puisque c'est à cause de son amour. Encore une fois, voilà, l'histoire d'amour est au centre des débats, son amour pour Padmé, et ça, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant, très fort d'avoir mis ça d'un point de vue scénario. En numéro 6, on va rester un peu sur l'amour, parce que pour moi ce sera l'épisode 2, l'attaque des clones. Et l'attaque des clones, c'est pas le plus intéressant de la prélogie, mais il est intéressant sur justement cette construction, ce build-up en fait sur l'histoire d'amour, qui va aboutir justement à ce que Anakin passe du côté obscur dans le 3. Et donc c'est intéressant de voir que c'est un amour qui est en même temps, si tu veux, assez idyllique, assez naïf, et en même temps
qui est condamné. Et ça, George Lucas, il insiste vachement sur cet aspect. On est condamné, même pas de lui dit, etc. Bon, bref. Donc, il y a tout ça. C'est pas le meilleur parce que l'enquête d'Obi-Wan, moi, me fait un peu chier. Bien que, si tu veux, toute cette histoire de clone soit bien, oui. Et surtout, c'est la montée en puissance de Palpatine, la montée au pouvoir, et qui commence à la faire à l'envers au niveau de la République. Et donc, tout ça est intéressant. C'est pas le meilleur, mais pour moi, ça reste quand même largement au-dessus de plein d'autres Star Wars. Voilà. Numéro 6 pour moi, c'est Rogue One. Alors Rogue One, c'est un film qui n'est pas parfait, c'est un film qui a des défauts selon moi, des défauts d'écriture de personnages. J'ai jamais trouvé que les personnages étaient véritablement bien écrits en fait pour être suffisamment attachants. Je m'en fiche un petit peu, c'est vrai, de leur destin au début du film. La première heure du film, je la trouve assez laborieuse, je la trouve sans grand intérêt, mais la deuxième heure du film, là par contre, c'est ultra jouissif. Ultra bien réalisé, on est vraiment dans l'univers de Star Wars et il y a un enjeu fort évidemment et les deux apparitions de Vador sont juste magnifiques, c'est un bijou de charisme du personnage, je trouve qu'ils l'ont hyper bien iconisé, donc malgré une première heure un peu laborieuse, je trouverai toujours un peu de plaisir à voir Rogue One. Alors, numéro 7 pour moi ce sera le réveil de la force, épisode 7, voilà pour le coup, un bon épisode introductif, je trouve, pour nous remettre dans une nouvelle trilo. Bon, c'est très compliqué, on va pas revenir sur le débat de cette nouvelle trilo, mais au moins, je trouve que Abrams, quitte à faire, oui, un peu de copier-coller, et finalement, de dire, il y a plus grand-chose à raconter, mais je vais vous raconter quand même une histoire d'empire et de rébellion et tout ça. Bon, je trouve qu'il le fait bien, je trouve que, voilà, on ressent l'énergie d'un Star Wars, il connaît ses classiques. Voilà, donc pour moi, Réveil de la Force, c'est pas le meilleur, oui, bien sûr, mais si on doit faire ce classement, c'est à ce niveau-là que je le placerai, quoi, voilà. Numéro 7 pour moi, c'est La Menace Fantôme, épisode 1. Alors oui, comme tu l'as dit, voilà, Jar Jar Binks, c'est chiant. Les personnages, moi, voilà, j'ai toujours trouvé que les acteurs ne jouaient pas super bien. Les dialogues étaient un peu clichés. En fait, le gros problème que j'ai, et globalement dans cette prélogie, et surtout dans l'épisode 1, c'est vraiment le jeu d'acteurs, les personnages qui, même s'ils doivent incarner, si tu veux, des chevaliers de Jedi et la noblesse et tout ça, sont un petit peu des robots, quoi, je trouve. Ça manque un petit peu d'humanité. J'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Mais, visuellement, 20 ans plus tard, parce que le film est sorti en 99, c'est toujours une tuerie. La course de pod racer, c'est impressionnant encore aujourd'hui. Voilà, donc ça, on peut pas lui enlever à George Lucas d'être un pionnier visuellement et d'être très fort là-dessus. Alors en 8, moi je placerai évidemment le dernier épisode sorti, l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Oui, j'assume aimer ce film. Il y a beaucoup de défauts, beaucoup de manquements scénaristiques, beaucoup de choses qui ne vont pas, mais le plaisir est là, le plaisir de ressentir en fait un Star Wars, même si il ne vaut pas un Star Wars de la trilogie originale ni de la prélogie, oui, mais plaisir de ressentir un Star Wars au cinéma, et j'avais envie de ressentir ça depuis le cauchemar Les Derniers Jedi, dont je me suis jamais remis. Là, même avec ses défauts, oui, mais j'ai ressenti pour moi l'âme d'un Star Wars, et c'est ce qu'il me fallait, voilà. 8e film pour moi, c'est L'Attaque des Clones. Voilà, L'Attaque des Clones, c'est celui que j'aime le moins de la prélogie. Parce que là, malgré que je suis fan des histoires d'amour, là pour le coup, l'histoire d'amour, je la trouve quand même très cliché. Enfin, c'est plutôt, en fait, c'est plutôt l'exécution, quoi. Parce que c'est ça le truc aussi par rapport à la prélogie, c'est que en termes d'histoire, en termes de narration, j'ai aucun problème, je la trouve passionnante, toute cette histoire de prélogie. Mais c'est l'exécution, c'est le jeu d'acteurs, c'est tout ça, c'est de voir ces acteurs se rouler dans l'herbe, etc. Bon, ça va trop loin dans le cliché, dans l'eau de rose, etc. Pour moi. Et puis, c'est vrai que de voir, par exemple, Yoda se battre avec Count Dooku et faire des cabrioles, même si ça pouvait représenter un fantasme de geek ou de fan de Star Wars, de voir ça, moi je trouve qu'au contraire ça vient amoindrir le mythe de Yoda justement. Alors numéro 9, moi je vais rentrer dans les spin-offs maintenant, donc ça va être Rogue One, forcément. Rogue One qui est un film qui, en fait, plus je le vois, plus je l'apprécie. Un peu comme toi, c'est-à-dire que personnage de la nana, moi honnêtement c'est pas que je m'en fous quoi, mais c'est que pour moi elle est pas du tout écrite, mais vraiment là pour le coup, elle subit quoi, c'est-à-dire qu'elle est là, elle passe de tableau en tableau et qu'est-ce que bon, ok d'accord. Les personnages autour sont sympas. Première heure, oui, sympa. Par contre, oui, le film se prend toute sa dimension et toute sa force dans la deuxième heure. La musique, moi j'aime bien la musique de Rogue One parce que finalement, je trouve on dirait du John Williams. Moi je suis désolé. Alors, on n'est pas encore dans les sphères du vrai John Williams, mais le mec a fait
en sorte vraiment qu'on ressente du John Williams. Et ça, pour moi, voilà, ça marche bien, ça marche très très bien. Et pour le coup, oui, on ressent vraiment du Star Wars. Mais il m'a fallu quand même plusieurs visionnages pour me le faire quand même, Rogue One. Mais maintenant, je peux le voir avec plaisir. Numéro 9 pour moi, eh ben c'est drôle, c'est l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Voilà, on a fait la critique, on en a parlé, vous savez pourquoi j'ai de gros problèmes avec ce film, et malheureusement, plus j'y repense, et moins bien il vieillit dans mon esprit. À noter que c'est un film, attention, première dans l'histoire de David, c'est qu'il n'a pas revu ce film en salle. Non, bah attends, je l'ai vu il y a à peine 4 jours. Normalement, tu le revois dans les 2 jours après. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même, attends, je vais livrer un scoop. Même les derniers Jedi, je suis retourné le voir au cinéma. Voilà. Alors non, mais parce que pour justement être... là, je me pose encore la question, est-ce que j'ai envie d'aller le revoir, quoi. Parce que... Ah putain, ce film, ça n'a pas marché sur moi, quoi. Pour moi, ce film, c'est Indiana Jones 4, quoi. Enfin, ça me fend le cœur, hein, de dire ça. Mais voilà. En tout cas, voilà, numéro 9, l'ascension de Skywalker, à toi. Numéro 10, les derniers Jedi, bien sûr. Alors, c'est pas le dernier. Enfin, je veux dire, c'est pas le pire. Oui, si, ça pourrait être le pire. Ça pourrait être le pire, mais il y en a un, en fait, pas pire, mais bon... le problème, c'est que les derniers Jedi, ça peut pas être le pire, parce que, honnêtement, c'est pas un film dont je me fous. C'est un film que je déteste, que je n'aime pas et tout ça, mais que, du coup, j'ai revu quand même, j'ai dû revoir, j'ai dû me le refarcir. Et il y a des choses qui peuvent être bien dans ce film, il y a des plans, des scènes et tout ça. Mais voilà, il y a quoi, pour moi, il y a 10 minutes de bien, quoi, et sur 2h20 de film ou 2h30 de film, je sais pas quoi. Donc bon, je vais pas revenir sur les derniers Jedi, bien sûr, mais c'est trop problématique pour moi, et c'est l'épisode central qui fait que cette trilo a beaucoup de mal à tenir debout, en fait. Eh ben, numéro 10... on se rejoint. Alors, on se rejoint, pareil. Les derniers Jedi. Donc, c'est pas le pire. C'est pas le dernier, les derniers Jedi. Enfin, c'est pas le... Non, exactement. Voilà, vous savez exactement, je pense, ce qu'on pense du film. Voilà, je vais pas le redire. Numéro 10, les derniers Jedi. Et donc, le plus mauvais film de la saga Star Wars, enfin le plus mauvais, je te laisse le dire. Alors voilà, est-ce qu'on peut le qualifier... On a le même encore, voilà. Et est-ce qu'on peut le qualifier de mauvais? J'en sais même rien. C'est Solo, évidemment, Star Wars Story, qui n'a... Non mais c'est même pas que c'est mauvais, ça a aucun intérêt. Quoi, voilà. En fait, il est là, oui, il est en dernier parce que il n'a aucun intérêt, ce film. Parce qu'on l'a jamais revu. On l'a vu une fois. Voilà, c'est pas un navet. C'est un film qui se regarde, mais ça n'apporte rien, c'est un film qui ne sert à rien, et comme il sert à rien, il est en tout dernier. C'est-à-dire même les derniers Jedi qu'on n'a pas aimés, on peut le revoir. Enfin, on peut y voir un semblant d'intérêt. On peut y voir, y voir un semblant d'intérêt. Il y a quelques scènes qui peuvent nous paraître intéressantes à revoir, quitte même peut-être même pour se marrer, quoi. En fait, pour revoir un petit peu, comme si on voulait revoir la suite de La folle histoire de l'espace, quoi. Tu vois, comme si on voulait voir un autre film de Mel Brooks. On peut voir les derniers Jedi. Ça peut constituer un plaisir coupable, là où Solo, ça constitue pas grand-chose. Rien, ni coupable, ni pas coupable, rien. On s'en fout, on s'en bat. Tu sais quoi, je me souviens dans Solo, je me souviens même pas de l'histoire qu'il y a avec Emilia Clarke. C'est quand même Emilia Clarke qui joue dans le film. Non mais mec, à la fin, je me souviens même pas. Non mais c'est hallucinant ce film. Non mais à la fin, on voit même Darth Maul ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Darth Maul a survécu. Bon, allez, va te faire foutre. Bon, enfin, c'est de la connerie. Donc voilà, c'était ce qu'on avait à dire sur Star Wars, sur le classement de toute cette saga Star Wars. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on parle encore une fois de Star Wars. Et on va continuer, moi en tout cas, sur la chaîne. Demain, je reparlerai encore de Star Wars, je ferai le bilan un petit peu de cette postlogie et essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce que j'ai pu lire, les réactions sur l'épisode 9 et tout ça. On en parlera certainement dans une vidéo demain soir, je sais pas quoi, sur la chaîne. Voilà. Bon, écoutez, à très bientôt, passez de bonnes fêtes de Noël et au revoir.